Retour sur ce plateau de l'émission Débat du jour. Nous sommes avec Kegewe Sogoyou, ancien ambassadeur du Togo en Allemagne, il faut le préciser, journaliste de formation aussi. André Kani Afanou, directeur exécutif du CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, défenseur des droits de l'homme. Ah, je devrais dû commencer par là, il est juriste de formation. Nous poursuivons donc dans la seconde partie de cette émission consacrée à la crise au Burkina Faso, justement, parlant justement de Diendéré et son inculpation pour crime contre l'humanité. Vous l'avez dit dans la première partie de cette émission, c'est que l'idée derrière, on voit déjà M. Diendéré sur le chemin vers la CPI, si jamais les faits étaient établis. Si vous envoyez Diendéré à la CPI, je dis que cela confirme la tendance de la transition depuis le début. Out, tous ceux qui ont un jour dit bonjour à Compaoré. Ce n'est pas seulement Diendéré, il est militaire, mais les civils aussi. On ne veut même pas que le parti, les gens du parti soient candidats. Vous avez peur de quoi? Donc c'est une sorte de justice des vainqueurs contre les vaincus. La justice des vainqueurs et la justice des vainqueurs est source de toutes les guerres atroces qui ont ravagé la planète. Si en 1918, au traité de Versailles, on n'avait pas trop humilié l'Allemagne, nous n'aurions jamais eu la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi les gens apprennent l'histoire et n'en tirent pas les conséquences? Aujourd'hui, au Burkina, les gens de la transition devaient être ceux qui jouent l'apaisement. Ceux qui viennent même après l'élection présidentielle doivent être des gens épris de paix, de réconciliation. Mais les Américains ont bombardé l'hôpital à Kunduz. Kunduz en Afghanistan. En Afghanistan. L'hôpital, je dis bien. Oui, oui. Ils ont dit qu'ils ont mal fait. Diendéré a présenté des excuses. Il a dit qu'il a mal fait. Donc vous voulez dire que ce que les Américains, là n'est pas le débat, c'est vrai, mais le fait qu'un avion américain ou un drone américain bombarde un hôpital à Kunduz est un crime grave. Si ce n'est pas un crime, qualifiez-le comme vous voulez, mais je dis c'est un crime, mais involontaire. Les Américains l'ont dit. Diendéré aurait pu continuer dans la logique du coup d'État, aurait pu accepter une confrontation avec l'armée régulière, faire des dizaines, des centaines de morts pour obliger Zida et son ami Kafando oui, à négocier et pendant les négociations poser des conditions d'amnistie. Mais Diendéré est un Burkinabé, il aime le Burkina. Il ne peut pas accepter que les gens meurent. Aujourd'hui, j'ai lu dans le dernier Obs, un hebdomadaire français, oui, qu'au Burkina, on qualifie le coup d'État de Diendéré du coup le plus idiot du monde. Mais idiot parce qu'il a refusé l'écoulement du sang. Mais il est général. Je ne suis pas sûr que les 1300 éléments de la garde présidentielle de Compaoré soient des lâches. Compaoré n'a pas choisi les militaires les plus lâches pour le garder. Ils auraient pu faire beaucoup de mal. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils vont faire du mal à qui? En tirant, ils vont tirer sur leurs amis, leurs parents, leurs enfants, tout le monde. On devait leur tirer un coup de chapeau. On devait dire à Diendéré, pour avoir reconnu ta faute, on te fera un cas. Mais rien. Aujourd'hui, Amnesty International dit non. Mais quand Macky Sall est allé, il a parlé d'amnistie. Mais vous prenez Macky Sall pour un idiot? Il est sénégalais. Il vit dans un pays démocratique. Et lui-même, il connaît le prix de concession à payer pour apaiser un pays. Donc vous semblez dire, M. Kegewe Sogoyou, que parfois, il faut se défaire ou se démarquer des considérations droits de l'homiste pour tenir compte des réalités du moment et trouver des solutions qui s'imposent, c'est cela? Absolument tenir compte des réalités du moment parce que si Macky Sall a parlé d'amnistie, il savait, c'est un chef d'État, il sait exactement de quoi il parle et surtout connaissant le Burkina Faso. D'accord. André Kani Afanou, il n'y a pas que le putsch ou le coup d'État du 17 septembre dernier dans lequel Diendéré soit impliqué, il y a également l'affaire Sankara, 28 ans après l'assassinat du président du Faso, le 15 octobre 1987. Eh bien, la justice remet le dossier au goût du jour. Des inculpations, on parle de 8 personnes, dont Gilbert Diendéré lui-même du RSP et d'autres membres également du RSP. Alors, c'est dire qu'aujourd'hui, la situation où le taux se resserre sérieusement autour de l'homme. Oui, et ce n'est que de bonnes guerres. Vous savez, moi, je travaille depuis près de 10 ans sur les questions de lutte contre l'impunité. Et ce que je sais, c'est que ce soit au Togo, en Afrique et dans d'autres pays, toute personne qui, à un moment donné, commet des crimes et qui porte atteinte à la vie humaine, ou qui porte atteinte au bien commun, ou qui porte atteinte à ce qu'on appelle, je disais tout à l'heure, un patrimoine de l'humanité, cette personne doit en répondre. Ne déformons pas les faits. Au Burkina Faso, le peuple, à un moment donné, a engagé une révolution
qui a été salué au niveau international. Donnez-moi le nom d'un seul pays qui n'a pas salué la révolution du Burkina Faso. De la même façon qu'il y a quelques années, nous avons salué la révolution arabe. Cette révolution arabe a fait partie le président tunisien, le président égyptien. Mais la suite, on la connaît. Dans oui, oui. Il faut citer la Libye. Bien sûr, bien sûr. Alors, on n'a pas aujourd'hui le temps, effectivement, de faire un débat sur ces révolutions-là, mais là où je vais en venir, c'est que c'est bel et bien parce qu'ils ont des casseroles qu'ils traînent. Les gens de Diendéré qui ont voulu mettre un frein à la transition. Et l'action que les présidents Macky Sall et Thomas Boni Yayi sont allés mener là-bas, je suis désolé. C'est une action qui était une façon de céder au coup de force que engageait le général Diendéré. Et si ça avait été accepté, et l'amnistie, et le fait que dans les circonstances-là, les pro-Compaoré puissent se présenter à l'élection, ben le signal que ça aurait donné au niveau de la communauté internationale, c'est que lorsque la nation décide quelque chose, il suffit que vous ayez la force, que vous ayez 1000 personnes, parce que valent 1000 personnes comparées à tout le peuple burkinabé? Donc, il suffit que vous ayez 2 ou 3 personnes qui ont des armes pour que vous puissiez vous pointer à la radio ou à la télé un jour et que vos prétentions soient prises en compte. Non, je pense que c'était un mauvais signal. Sur ce coup-là, le président Yayi Boni et le président Macky Sall se sont trompés, il faut le reconnaître. D'ailleurs, dans la même période, alors que la CEDEAO donnait le signal que vous savez, l'Union africaine était claire et ferme. Parce qu'il faut savoir que depuis le début des années 2000, l'Union africaine est ferme par rapport à l'appréciation qu'il faut avoir des coups d'État. Donc, rien ne doit pouvoir expliquer, ni au Togo, ni au Burkina, ni dans aucun autre pays, que des hommes en armes surgissent et mettent fin à la légalité. Ça doit être clair. Maintenant, la bonne nouvelle que moi je perçois aussi dans le processus qui est engagé effectivement pour mettre à jour la vérité sur le cas Sankara, c'est que Sankara, souvenez-vous, était un héros du panafricanisme. Était quelqu'un qui, parmi les chefs d'État africains, prenait une orientation qui, normalement, aurait pu justement permettre à l'Afrique de se libérer du joug du néocolonialisme. Je ne vous apprends rien. Et donc, que quelqu'un comme ça, on mette fin à sa vie, qui plus est, que ce soit son meilleur ami, qui fasse dire à donc un médecin que c'est une mort naturelle, mais c'est une bonne nouvelle. Que tôt ou tard, la vérité est éclatée, ce qui rejoint d'ailleurs la célèbre maxime du président Yadema qui disait que la vérité peut courir pendant longtemps, pardon, le mensonge peut courir pendant longtemps, oui, mais la vérité l'attrape un jour. Oui. Moi, je voudrais simplement dire à tous les politiques de tous bords, et c'est vrai que dans nos pays aujourd'hui, quand vous prenez la Guinée d'Alpha Condé, quand vous prenez la Côte d'Ivoire sous le président Gbagbo et beaucoup d'autres pays, le Niger du président Mamadou Issoufou, Mamadou Issoufou, vous voyez qu'un certain nombre d'opposants sont arrivés au pouvoir. Ce qu'on espérait d'eux, c'est que résolument ils engagent leur pays sur la voie de la démocratie. Ça n'a pas été fait. Donc je m'adresse simplement aux hommes politiques de tous bords pour dire que depuis les débuts des années 1990, les États africains ont entendu s'engager résolument sur la voie de la démocratie. Les principes démocratiques, je rappelle en 30 secondes, c'est l'égalité de tous devant la loi. Que l'on soit militaire, que l'on soit de Kara, que l'on soit de Timbelegu, que l'on soit de Ouagadougou, quel que soit d'où on vient, on a les mêmes droits. La primauté du droit. Ça veut dire que nous avons des règles et que l'on soit de la famille présidentielle, que l'on soit opposant, que l'on soit dans un village, dans une ville, on est tous sous cette... Et la séparation des pouvoirs. C'est autant de principes que, à mon avis, les pouvoirs politiques et les pouvoirs, les opposants ne respectent plus aujourd'hui. Enfin, dans la foulée donc de ces actes-là, il y a des actes de violation des droits de l'homme, des crimes qui sont commis en toute impunité. Très bien, on aura il faut que les gens répondent. On aura le temps de parler de tout ça tout au long de cette émission. Monsieur Sogoyou Kegeou. À propos de Sankara. Oui, justement, dans cette affaire de Sankara, selon la Cour, la justice militaire burkinabé, eh bien, l'ancien président Blaise Compaoré, aujourd'hui en exil, on ne sait où, parce qu'entre-temps, il était d'abord au Maroc, après il est revenu en Côte d'Ivoire, après on a appris qu'il était retourné au Maroc pour cause de santé. Là, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais il est dans la ligne de mire et donc il pourrait aussi être poursuivi. Peut-être vers une extradition de l'ancien président? Écoutez ceci, soyons clairs. Vous tuez même un lézard, il faut rendre compte. Sur cela, soyons clairs. Mais posons toujours les faits. Je dis, je m'en tiens aux faits. En 1987, Diendéré
Lingani, Zongo, Sankara et les autres, c'était des putschistes. Ils ont fait un putsch. Personne d'entre eux n'a été démocratiquement élu. Est-ce que, en encensant Sankara, ça veut dire que demain, si quelqu'un fait un putsch et qu'il peut se révéler être comme un Sankara luttant contre l'impérialisme, ceci, on ne dira rien. Non. C'était des putschistes qui, entre eux, se sont mangés. Mais il y a eu crime, et le crime est tellement grave, je dis bien. Bon, il est tellement grave. Une possible permettez. Même si c'est 1000 ans, oui, il faut les juger. Oui, une possible permettez. Oui. Bon, cette façon, ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas une façon indirecte ou directe de briser le mythe Sankara? Non, Sankara, son mythe n'est pas fin. Il est réel. Moi, j'ai connu des Burkinabés qui m'ont dit ce que Sankara faisait. Eux, ils n'étaient pas d'accord parce que c'était, disons, des gens de la bourgeoisie. Vous voulez dire que Sankara n'était pas un saint, c'est ça? Non, je n'ai pas dit qu'il n'était pas un saint. Je dis qu'il y a eu aussi un péché fondateur, c'est le putsch. Mais si après le putsch, il se révèle être l'homme de la situation pour les Burkinabés, mais tant mieux. Et je dis ceci, attention. Est-ce qu'à dire que demain, un militaire peut faire un putsch et s'il porte une bonne vision de son pays, il est absous? La question se pose. Elle se pose, je ne vous demande pas de répondre, vous ne pourrez même pas. Maintenant, par rapport à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré et Sankara, selon ce que je sais, je ne suis pas burkinabé, je ne vis pas au Burkina, c'était les meilleurs amis du monde. Les parents de Sankara appelaient Blaise mon fils. Quand quelqu'un, le papa et la maman de quelqu'un t'appellent mon fils, si ce fils, si leur enfant, quoi qu'il fasse, ne serait-ce que le respect que les vieux là te donnent, tu dois te calmer. Forcément. Maintenant, s'il est prouvé, je dis bien, s'il est prouvé que Compaoré est l'auteur, le commanditaire ou l'exécuteur de Sankara, il faut le sanctionner. Dans la rigueur de la loi. Dans la plus grande rigueur de la loi. Il n'y a pas à négocier ça. On ne négocie pas ça. Mais j'espère que le procès Sankara ne va pas s'arrêter à tous les pieds nickelés qui ont appuyé sur la gâchette, puisqu'on disait qu'il luttait contre l'impérialisme. Et on sait derrière qui poussait les Compaoré à faire le coup d'État, à commettre ce massacre inacceptable. Ils sont là. C'est les mêmes qui aujourd'hui parlent de démocratie, droit de l'homme, coup d'État, putschiste, machin. Non. Dans le cas du Burkina, qui est un pays frère, un pays voisin, nous voudrions, compte tenu justement du courage du peuple burkinabé, qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à juger et à condamner leurs frères Diendéré et Compaoré et les autres, mais à aller au-delà pour savoir qui a donné l'ordre du coup d'État et pourquoi quand ils ont fini de faire leur coup d'État, ils ont été acclamés par qui on sait et pourquoi Blaise Compaoré, cet assassin, est devenu l'homme à tout faire, le grand médiateur, l'homme de paix, sous l'égide de qui? La même CEDEAO, la même OUA, les mêmes Nations Unies, les mêmes puissances occidentales. D'accord. André Afanou, ma question de départ revient. Est-ce qu'il appartenait aux autorités de transition d'ouvrir ce que je peux appeler ici cette boîte de Pandore? Non, comme je disais, le mandat principal que les autorités de la... Parce que la raison pour laquelle je pose la question, il y a par exemple un autre événement qui a toujours agité la classe sociale, enfin la société burkinabé. Il s'agit notamment de l'assassinat de Norbert Zongo. Voilà, et dans lequel est impliqué l'entourage de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, si on a pu ouvrir le dossier Sankara, c'est qu'on pourrait aussi éventuellement s'attendre à demain à ce que le même CNT rouvre un dossier du genre. Alors, s'il le rouvre, cela veut dire que finalement, le CNT embrasse ou trop embrasse au point finalement de mal étreindre. Ce n'est pas mon avis. En réalité, si le mandat principal consiste effectivement à conduire un processus électoral au bout duquel un président de la République sera élu, celui-ci aura la légitimité nécessaire pour conduire les actions de l'État, ça ne veut pas dire que les autres domaines, justement, régaliens de l'État vont être suspendus. Vous savez, le crime contre le président Sankara est un crime qui date de plus longtemps que celui de Norbert Zongo. Ensuite, ça fait très longtemps, même au temps du président Blaise Compaoré, que les réclamations pour que la vérité soit faite sur la mort de Sankara les réclamations étaient faites. À partir de ce moment, en considérant aussi le fait que il y avait un lien, présumé en tout cas, entre les agissements du général Diendéré qui menaçait la transition et le possible assassinat du président Sankara. Et donc, moi je pense qu'en termes d'opportunité, peut-être que cette affaire-là
le fait de l'élucider, ou en tout cas le fait de commencer, parce qu'on n'est qu'au début de l'affaire. Hein, et le corps a été sorti. Selon les informations dont nous disposons, ils ont essayé de réaliser une autopsie pour constater effectivement qu'en réalité, il n'y a pas eu de mort naturelle. Donc c'est un début dans tout un processus qui aboutira avec le processus électoral et avec le nouveau président certainement à un jugement de l'affaire. Donc moi je pense que, à moins de dire que le président Kafando et le premier ministre Zida, quand ils sont venus, ne devaient s'occuper que du processus électoral, à moins de dire que tous les autres domaines de la gestion d'un État ne les concernaient pas, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que, en termes d'opportunité, il n'aurait pas pu... Souvenez-vous que la veuve de Sankara, ça fait des années qu'elle est partie en France en exil et que ça fait des années qu'elle-même, un certain nombre de mouvements panafricanistes et beaucoup de personnes réclament que la vérité soit faite. Si la transition peut faire ça, moi je ne vois pas quel problème ça poserait. Aujourd'hui, il y a aussi une autre question qui se pose. Il s'agit de la confirmation parce que là, 27 ans après, il faut réellement que les tests d'ADN prouvent que les restes qui avaient été déterrés appartiennent ou sont vraiment ceux du président Thomas Sankara. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas aussi fait mieux d'attendre que les résultats des tests d'ADN confirment avant de commencer à inculper les gens? Parce que pour le moment, bon, pas pour inculper, mais pour dire que vraiment ce qu'on avait trouvé et qui était, disons, criblé de balles, appartient vraiment à Thomas Sankara? Moi, je peux me tromper, mais j'ai cru comprendre que les tests... Parce que l'avocat, Oui. Maître Benewende Stanislas Sankara a Oui. dit clairement que, voilà, ils attendent les résultats des tests d'ADN. Il a dit. Non, à moins qu'on n'ait pas les mêmes informations. Moi, j'ai cru comprendre. À moins que l'information ait évolué à la dernière minute. Non, j'ai cru comprendre que le corps qui a été déterré, il a été confirmé que c'est bien le corps de Sankara et de ses compagnons. En fait, ce que nous avons appris, c'est que les tests d'ADN sont commandés, mais que, officieusement, les résultats seraient déjà connus, mais officiellement, pas encore. Oui, ce que je veux dire, moi, c'est que, de toute façon, c'est un processus, vous savez, le processus d'instruction d'un cas au niveau de la justice, ça prend du temps selon l'antérieur, selon la durée de l'affaire, selon le nombre de personnes impliquées, selon les magistrats impliqués, selon beaucoup de facteurs. Et donc, moi, je pense que si les personnes présumées impliquées à ce jour n'ont pas grand-chose à reprocher, qu'est-ce que vous faites? Vous restez tranquille. Okay. Donc, j'avoue que moi, je ne comprends pas vraiment le débat qui consiste à dire que les autorités de la transition n'auraient pas dû s'attaquer à cette affaire-là, puisque les autorités togolaises avaient... excusez-moi. Les autorités burkinabées de la transition avaient pour mandat, je précise, effectivement, de conduire la res publica, de conduire la chose publique dans différents secteurs. Et si le secteur de la justice, de la lutte contre l'impunité est un des éléments par rapport auxquels... On ne peut pas l'occulter. Je ne pense pas. Alors, M. Kegewe, c'est dans ces conditions-là que le Burkina Faso s'apprête à aller aux élections. La date a été choisie. Alors, la question est de savoir vers quelles élections se dirige-t-on? D'abord, j'observe que juger les gens pour la mort de Sankara, pour la mort de Zongo et les autres, ce que la justice devait faire dans la sérénité est en train d'être politisé. C'est malheureux parce que cela ne garantit pas la paix à long terme. Puisqu'on sait qu'ils sont aussi fautifs, que sereinement les politiques se mettent de côté et que la justice fasse son travail. Ça, c'est un. Maintenant, les élections du 29 novembre. Oui. N'oubliez pas, nous sommes voisins du Burkina. Notre souhait, c'est que ça se passe dans l'ordre et la paix. Donc, maintenant, à savoir vers quelles élections on va, toute élection dans tout pays qui est basée sur l'exclusion d'une frange de la population pose elle-même sous ses fesses. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que... C'est vrai qu'avant le coup d'État du 17 septembre, d'ailleurs, le coup d'État avait pour fondement ce qu'on a considéré comme une exclusion d'une partie de la classe politique burkinabé. Est-ce qu'après le rétablissement de la transition, l'exclusion est toujours d'actualité? Non, moi je pense que quand vous suivez la scène politique au niveau international, au niveau africain, vous voyez, en Égypte, les frères musulmans sont arrivés au pouvoir parce que derrière, il y avait une philosophie qu'un certain nombre de personnes craignaient. On a dû rapidement faire un nouveau coup d'État. Le général Sissi est monté au pouvoir et aujourd'hui, il paraît qu'il est sur le point de contrôler les manettes. Un même processus s'est déroulé en Algérie lorsque les islamistes sont montés au pouvoir et lorsqu'ils devaient gagner les législatives. Alors, il y a des contingences au niveau international. Il y a des contingences au niveau de la géopolitique internationale
qui font que des fois, un certain nombre de puissances, un certain nombre de forces n'ont pas intérêt à ce que certaines personnes aillent au pouvoir ou compétissent. Ce qui s'est passé au Burkina, c'est que malgré tout, et je pense qu'il ne faut pas occulter ça aussi, malgré tout, Blaise Compaoré et ses compagnons étaient en train de rentrer dans un processus illégitime. Je n'ai pas dit illégal. Souvenez-vous que le président Tandja du Niger, lorsqu'il a voulu modifier la constitution, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale s'y sont opposés. Il l'a maintenu. Et après, il y a eu un coup d'État. Vous savez, quand il a été arrêté, il s'est adressé à la Cour de justice de la CEDEAO, qui a demandé qu'on le libère. Ça veut dire que ces chefs d'État-là, quand ils sont au pouvoir, ils se donnent la liberté de faire, à mon avis, entorse à la vraie volonté, si je puis m'exprimer ainsi, du peuple. Et quand, ce n'est pas forcément à saluer, et quand des forces surgissent de quelque part, effectivement pour les arrêter, alors ils savent qu'il y a une certaine légalité qu'il aurait fallu respecter. Oui. Voyez-vous? Donc moi je pense que dans l'absolu, on peut effectivement reprocher à la transition du Burkina de n'avoir pas fait ceci, de n'avoir pas fait cela, mais dans l'absolu, l'histoire retiendra qu'à un moment donné, le peuple du Burkina s'est doté d'une constitution. Le président Blaise Compaoré, à un moment donné, a allongé son mandat et a dit « je vais maintenant le limiter au deuxième terme ». Une dernière question. Quelle est la figure qui émerge aujourd'hui? Je veux dire, qui pourrait être le futur président du Burkina Faso? Qui pourrait émerger du lot actuellement pour s'imposer, pour prendre en main les affaires du Burkina Faso? On avait pêché Kafando de nulle part en se disant qu'il est neutre, mais on n'est pas dans la neutralité. Il faut quelqu'un qui soit neutre. Quelqu'un qui soit neutre. Qui soit neutre. Voilà. Maintenant, je reviens sur le fait que si vous faites des élections en excluant des gens, puisque vous dites qu'ils étaient des dictateurs, qu'ils étaient ceci, ils étaient cela, le peuple n'en veut pas. Le peuple est sorti même dans la rue pour les chasser. Vous leur refusez de compétir, c'est que quelque part vous craignez. Vos déclarations étaient fausses et vous craignez qu'ils ne gagnent ces élections. Merci. André Kagny-Afanou, un dernier mot sur le sujet rapidement. Non, je constate que même l'avenir politique du Burkina Faso. Oui, même au Togo, on a eu des élections il y a une vingtaine d'années où des gens étaient exclus. Je ne reviens pas dessus. Donc, les politiques, à un moment donné, quand ils se sentent en position de force, ils excluent d'autres. Maintenant, pour le Burkina Faso, je pense que j'ai le même souhait que l'ambassadeur Kegewe. J'espère que ce pays, qui est un pays voisin du Burkina, qui en termes économiques même a un lien très fort avec le Togo, pourra effectivement définitivement sortir de la transition. Qu'un président légalement élu, légitime et donc représentant la volonté de l'ensemble des Burkinabés s'installera et que ce peuple, pour une fois, sera un peu dans la droite ligne des grandes démocraties en Afrique de l'Ouest et qui vont un peu constituer les exemples que d'autres pays vont suivre. Merci, messieurs. Merci. Voilà, Kegewe Sogoyou, ancien ambassadeur du Togo en Allemagne, journaliste. André Kagny-Afanou, défenseur des droits de l'homme, directeur exécutif du CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Merci encore une fois. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro du débat du jour. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur New World Info.